Quand on parle d'handicap, c'est toujours un problème social. Quand tu es à la banque et tu es dans une chaise roulante, tu ne peux pas rentrer, tu es handicapé. Tu appelles le travail social, puis tu fais poser une demande parce que c'est la loi, bien là, tu viens d'enlever l'handicap. Okay? Et puis, des troubles, des habiletés, des incapacités, bien moi, j'ai un problème de vision. Vous en remarquerez pas dans les avec moi, je suis incapable, j'ai une incapacité. Mais j'ai cette prothèse ici qui me rend capable. Donc, je peux enlever au niveau de la personne, du comportement, je peux enlever une incapacité. Okay? Tout en ayant un dommage progressif, un problème du monde. Donc, au niveau de la réadaptation du monde, on parle que monsieur qui a Alzheimer veut participer du meilleur de ses habiletés en dépit du dommage. Et puis, donc, le dommage, il reste la même. Mais aujourd'hui, la science nous démontre qu'on peut même, dans mon travail, on peut même réduire le dommage. On fait un programme, on parle plus d'handicap, on dit le monde veut participer du vulnérabilité. Mais ça veut dire quoi? Service communautaire, service à la maison, service domiciliaire, les services de la FARFO, retraite active. Il y a moi, j'ai travaillé très fort avec il y a des jeunes qui souffrent, par exemple, de paralysie cérébrale, qui sont dans les centres de longue durée, quand j'ai commencé dans les années 80, au doctorat dans les années 80. Et puis moi, ça me déboussolait de voir ça. Donc, aujourd'hui, on a des centres de vie communautaire. C'est des nouvelles alternatives d'hébergement et d'autonomie. Okay? Donc, CILT, que vous voyez là, c'est le Community Independent Living of Toronto. Ils veulent être dans la communauté. Okay? Donc, c'est un financement direct. Les gens reçoivent un financement direct. Il y a des comités de direction. Okay? Des familles, des travailleurs sociaux qui s'occupent de ça beaucoup. Okay? Et puis, ces gens peuvent engager des services qui ont besoin. Donc, il y a 30 000 au Canada qui y vivent dans des centres communautaires dans leur communauté. Il y a encore 10 000 dans des institutions de longue durée qui vont sortir dans les années qui viennent. Okay? Donc, on en a sorti 30 000 qui vivent dans des centres communautaires, qui sont intégrés dans leur milieu. Okay? Donc, en 2007, le Canada, ça n'a pas si longtemps que ça, était le premier signataire de la Charte des droits pour ce qu'on appelle les handicapés. Okay? C'était l'article 19. Les personnes handicapées, y compris la démence et tout ça, ont le droit de vivre en communauté avec les supports dont ils ont besoin. Okay? Bon. Donc, puis là, je vous donne des exemples des études qui se font. Même les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, okay, ils veulent être plus proches de chez eux. Okay? Et puis ici, ils vont acheter il y a des résidences, des maisons. Il y en a 4 maisons de ce côté-là, 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là, qui font le coin de la rue. Puis dans le milieu, il y a un petit parc. Dans leur communauté. Et puis là, les préposés, la madame qui est dans la cuisine, là, il y a 10 personnes par maison, par unité. Leurs chambres font face au jardin. Les préposés n'ont pas d'habits, sont assignés aux mêmes résidents qui permettent de comprendre la personne avec un problème de santé beaucoup plus tôt. Les préposés, les familles, les volontaires de la communauté mettent la main à la pâte. Tout le monde, y compris les résidents qui ont de la démence, participent à préparer le dîner, etc. Et puis, puisque je vous montre, il y avait... et puis, ça comprend, ils ont fait des études au Canada, aux États-Unis, avec ce modèle-là. Ce modèle-là. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'avec ce modèle de centre de soins communautaires, ils ont comparé 100 de ces problèmes-là avec 100 des résidences de personnes âgées traditionnelles. Puis il y avait 4 heures de plus de contact avec les professionnels de santé. Il y avait 16 moins de problèmes. Ils passaient 16 moins de leur temps au lit, 18 moins de pieds de lit, 45 moins de cathéter. Tu mets un cathéter à quelqu'un sous du temps, OK? Il y avait moins d'hospitalisation, moins de réadmission. Puis ça sauvait au gouvernement, au Medicare, aussi aux États-Unis, comme 30 des soins. Ce que ça veut dire, c'est que tu payes ton 75 000 par année, tu dis, on va faire un pari avec vous autres, on va faire un marché. Au lieu de payer 45 000 par-dessus 30 000, okay,
On va couper ça de moitié. Donnez-nous 25 000 avec le fonds de pension de la personne, 30, 40, 50 ans. On va garder chez lui depuis longtemps avec des programmes. C'est la grosse logique. Okay? Donc, l'âge chronologique versus l'âge biologique, santé cardiovasculaire et cognition. On parle de troubles, là, ici, là, quand je vous dis que d'abord ça commence jeune, regardez bien ça, là, regardez ça. Santé cardiovasculaire à 18 ans. La prédiction que les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, là, chez la personne âgée, commencent beaucoup plus jeune qu'on ne pensait. 1,1 million de jeunes Suédois ont été suivis pendant de 1968 à 2010. Okay? Puis, c'est ceux à l'âge de 18 ans qui avaient au niveau cognitif, là, avaient des petits problèmes, là, 50 ans plus tard, c'est eux qui avaient des troubles de santé cognitive et de la démence. Donc, ça commence jeune, les bonnes habitudes de vie, les habitudes communautaires. Donc, regardez à gauche, là, ça, des écoles secondaires, et puis les lignes jaunes, okay, on les a suivis, et puis ceux qui étaient dans la ligne rouge, c'est les jeunes qui fonctionnaient à un niveau plus élevé, okay, et puis finalement, ceux qui étaient dans la ligne jaune, les jeunes, 1,1 million, les jeunes Suédois qui avaient toutes les données biologiques, cognitives, les tests, tout ça, 50 ans plus tard, c'est eux qui avaient des troubles cognitifs, c'est eux qui avaient des débuts de démence. Okay? Donc, ici, le cerveau, on oublie souvent, on parle du cerveau, on oublie souvent que le cerveau a 12 000 km de vaisseaux sanguins, 12 000 km. Le carburant pour toutes les neurones, c'est le glucose, c'est le sodium, le potassium, le calcium, tout ça, pour avoir l'électricité entre les neurones, pour les mémoires et tout ça. Et puis, il faut faire attention parce qu'on met ce qu'on en met, de sel, puis de sucre, puis ça peut faire péter les neurones. Et puis, j'ai-tu encore 2 minutes? 2 minutes? Oui. OK. OK. Et puis là, grâce à des gens comme la FARFO, par exemple, je les appelle les citoyens scientifiques, on a été capable de prendre des outils anglophones, parce qu'il n'y avait pas d'outils francophones validés, on a validé des outils francophones, et puis des gens comme la FARFO, et puis partout dans le monde entier, les personnes âgées, les cohortes d'aujourd'hui, les personnes âgées d'aujourd'hui, participent énormément pour vraiment mieux aider à changer un système très complexe, puis de rendre beaucoup plus proche des gens, plus proche de leur famille, plus proche de leur communauté, des soins à domicile. Okay? Donc, et puis, le genre de recherche que je fais, okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes des écoles secondaires, je vous parlais, là, à l'école secondaire ici, il y a beaucoup d'écarts. Il y a un écart entre les enfants qui sont en bonne santé, ceux qui le sont en moins. Okay? Je vais montrer tantôt que ceux qui le sont en moins, c'est eux qui ont plus de démence dans le temps. Chez les personnes âgées, vers 60, vers l'âge de 70 ans, regardez ici, l'écart est beaucoup plus large. Quand il dit l'écart, c'est que toutes les personnes âgées qui sont ici sont au niveau cognitif plus fort que bien les jeunes des écoles secondaires. OK? Donc, mais la moyenne entre ça puis ça donne ça. Puis les mots disent, en vieillissant, tu fais tes fonctions cognitives, c'est pas ça pendant tout. Il y a bien de la variabilité. Eux autres gardent leur force cognitive parce qu'ils ont été chanceux. Ils vivent pour une voie, ils sont venus dans une nouvelle famille, ils n'ont pas une place, et puis ils ont l'éducation, ils mangent bien, ils font tout ça, là. Ils ont appris jeune. Puis là, mais malgré ça, si tu prends les gens qui sont pas. Tu prends les personnes âgées, on les prend, nous autres, à 70 ans, actifs, retraite active, là, puis on les embarque dans des programmes, okay? Puis là, on les pousse en haut de la ligne, dans les services communautaires, puis là, tu peux repousser les recherches de mots, on pousse la démence de 10 ans. Excuse-moi. Donc, ça explique les choses qu'il faut faire. Et puis, j'ai fini quasiment. Et puis, les outils que nous, on dépasse maintenant, si vous avez des problèmes de mémoire, puis vous venez de descendre du nord de l'Ontario, puis si vous êtes autochtone, c'est encore plus loin, tu descends, puis juste avoir un hôtel, ça coûte bien cher. Okay? Tu dépenses quasiment 1500 $ pour voir le spécialiste. Okay? Et puis les machines, c'est 2 millions pour la neuroimagerie. Et puis le parking, je sais pas. Moi, je dis client center care, je dis parking center care. Okay? Le parking coûte cher, et puis là, il faut se faire le publicité. Ça coûte cher en Moses, ça coûte cher au ministère. Mais nous, ce que je fais dans ma recherche, on a développé des outils, c'est pour les 10 prochaines années, où on va pouvoir faire du testing hybride. Ça ne s'est jamais fait, je ne le dirai pas comme ça.
Moi, j'ai vu des outils sont utilisés partout en France, en anglais. Parce que ça ne se vend pas en français, les compagnies que je dis. Et puis, donc là, ça fait des outils hybrides où on peut refaire des électrodes à distance, dans n'importe où. Okay? Ça coûte à peu près 55$, le petit casque. Ça sera branché à l'ordinateur. Et puis là, on donne des tests okay, à travers de l'Internet. À travers l'Internet. Puis tu viens de sauver 2000, 3000$, puis plus la machine, etc. Puis tout ça, c'est le futur. On est rendu là. Et puis, les nouveaux défis, on peut vivre jusqu'à 100 ans en santé. C'est au niveau du communautaire que ça se fait. Réduire l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance santé. C'est vous qu'on a besoin de votre aide avec ça. Comprendre le vieillissement optimal, pas juste au niveau médical, optimal, normal, à risque. On peut voir des gens 10 ans avant qu'il y ait la démence. Imaginez de vivre autrement, parce qu'on vit plus longtemps en santé, ça change nos relations, ça change l'éducation, ça change le travail, ça va changer beaucoup de choses. Okay? Pourquoi faire des études pendant 20 ans, 16 ans, pendant 20 ans si tu veux, mais là tu peux prendre un congé, élever tes enfants, revenir aux études plus tard, parce que mes enfants, à moi, ont mis 30 ans en cadeau de plus. Ils ne sont pas obligés de tout faire comme ça qu'on faisait à 20 ans, il fallait se marier, des petits peu intelligents. C'est fini ce temps-là. Donc ça change beaucoup de choses, mais le système n'est pas... il faut changer le système, puis les gens qui vont changer le système, c'est tout vous dans la communauté qui vont nous aider à le faire. Okay? Puis je ne veux pas minimiser aussi sur le domaine de la maladie, je suis dedans. Mais les réponses sont beaucoup plus tôt, puis une meilleure compréhension. J'arrête, j'ai fini parce que... On va encore des applaudissements pour le docteur Roux. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. On a souvent une image un peu particulière du vieillissement, mais il nous a donné une image bien positive et moi, pour le futur, ça me rassure. Alors, on va continuer puisqu'on a l'honneur d'avoir les officiels qui sont arrivés et juste à temps, c'est parfait, le timing est parfait. Et pour cela, je vais inviter sur le podium Jean-Roch Boutin, vice-président de la Farfo, pour nous présenter les officiels et peut-être nous dire un petit mot rapide sur la Farfo également. Jean-Roch. Monsieur le ministre, Madame la sous-ministre, chers invités, Mr. Cho, Madame Fougère, distinguished guests, bonjour. Je suis Jean-Roch Boutin, vice-président de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, la Farfo. My name is Jean-Roch Boutin. I'm the vice president of Association of Seniors and Retired Francophones of Ontario. C'est un plaisir et un honneur d'accueillir aujourd'hui l'honorable Raymond Cho, ministre des Personnes âgées et de l'accessibilité du gouvernement de l'Ontario, ainsi que Mme Lison Fougère, sa sous-ministre. Le mandat du ministre et du M. Cho est d'améliorer la vie des aînés et des personnes en situation de handicap à l'Ontario. Monsieur le ministre est député provincial de Scarborough-Rivière-Rouge et il a passé de nombreuses années en politique municipale. Son parcours comme travailleur social l'accompagne dans son rôle actuel qui nous touche de très près. It is an honor and a privilege to welcome Minister Raymond Cho to our event today. His commitment to seniors and persons with disability is well known. He spent many years in municipal politics. Along with his extensive background in social work, these experiences prepare him well for his current mandate. Madame Fougère is a senior public servant with more than 25 years in service of many portfolios, including Deputy Minister, Assistant Deputy Minister in the Ministry of Training, Colleges and Universities, as well as the Office of Francophone Affairs.
We are very happy to have them join us today, knowing how busy their schedules are. Thank you for being here. Nous sommes heureux qu'ils aient pris le temps de venir nous dire quelques mots. Please, let's welcome Mr. Cho to say a few words. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je m'appelle Raymond Shaw. Pardonne-moi, je ne parle pas français, je parle anglais. Please pardon me, I used to speak French a long time ago when I was a university kid, some 60 years ago. I'm so glad that Madame Fougère, the Deputy Minister, is with us. So if you have any difficult question, please ask her. It's a real honor. 51 years ago, I arrived in Vancouver from South Korea. And I already had a BA degree. I used to work for the American Embassy in South Korea. I could get a job. So my first job in Canada was dishwasher. Today I'm speaking to you as a minister for seniors and accessibility. As a minister, I'm honored to advocate for seniors and people with disabilities. After my little greeting remarks, I brought very important gift for all of you, and I'll share with them. That's a gift or international gift. I'll explain after my little speech here. It's also a special honor to be able to join you today. My thanks to Mr. Gilles Fontaine for the invitation and to everyone at Collège Boréal for hosting us. Seeing so many of you at this fair is yet another example of the health and vitality of Ontario's Francophone communities. You have a proud history in our province, more than 400 years of significant contribution to Ontario's cultural, social, economic, and political fabric. And as a senior, I should acknowledge the more than 107,000 Francophone seniors in this province. We are part of the largest Francophone community outside of the province of Quebec. And my deputy minister is also Francophone. She's working very hard. And as a senior, your hard work is reflected on how well supported Francophones are in our province today. Since 1978, as represented your interest in Queen's Park very well, and I continue to do so. I know this because when I met here for the first time back in August 2018, last year, I was very impressed by his passion and commitment. I also recognized his depth of knowledge on the issues we face together. Topics such as social isolation, access to information and services, and elder abuse prevention are top of mind for you
and they are for me as well. This is where the relationship between our two organizations cross, and it's where we can make the biggest difference for the people we serve. For instance, my ministry has provided funding to FAFO over the past 6 years through the Canada-Ontario Agreement on French language services and our Seniors Community Grant Program for various projects. This includes seniors information fairs like today's and support for the creation of a provincial francophone elder abuse prevention network. Our government is working tirelessly to improve the lives of not just the seniors, but everyone in Ontario. So let's continue to work together to make this beautiful province a great place for seniors today and every day. Thank you. Merci beaucoup. Mille fois. And as I promised, I'm going to share the 2 gifts I brought today to share with you. And if you open up and practice this gift I share with you, I can assure you, you'll become younger and happier. I got this gift from my good friend. He was an American senator, Paul Shin, and he told me, Raymond, you know, when people are happy, right, we laugh. And he said, but if you laugh, you become happy. The other way around, right? And it has been proven by medical science. When we have a hearty laugh big, a hormone called endorphin is generated in our body, and then it rejuvenates every cell, right? So we have a saying in Asia, one laugh, one day you become younger. So we're going to do laughing exercise so that we become, okay? Life's too short. One gets so serious and get angry and fight, you know? We laugh, then life becomes beautiful, right? So, now you repeat after me, okay? And then, after this exercise, this gift, I'll share another one, okay? Are you ready? Okay, you repeat after me. Oh! Okay, let's do. Very good. I can see that you're very happy people, right? This time, what do we do? When we laugh, you see whole body, right? And then you become even happier. Very good. See, we always feel happy, right? Now, we have a saying, in Western culture, happy wife, happy life, right? So, you know what? And I learned that from good friends from Korea. In Korea, when we're young, especially young men, we think we are the boss. It's not true. The real boss is our wife, right? The other one who has power. So when you have a disagreement, little argument between husband and wife, right? And the husband always say,
you are right to life, right? You don't argue anymore, right? When you're old, you get a little wiser, right? And the second thing is that you are absolutely right. And not only that, but you are beautiful. Okay? So I give you the secret of how to be happy. Yeah? So in Korean, your right is maso, right? It's Korean language maso. You're right? You are absolutely right. And so also, and you're beautiful, you're good. This joso. Okay, so you repeat after me, okay? You right, absolutely right, you're beautiful, right? Maso. Maso. Also. Joso. Okay, so when you have disagreement with your wife, right? Especially all the gentlemen, make sure you're right, you're absolutely right, and you're beautiful. Then that's it. Then you become happy, right? So you repeat after me. Maso. Maso. Also. Joso. Thank you very much. Amazing. Madame Fougère, s'il vous plaît. Accueillons Madame Fougère, Alors, comme vous pouvez voir, mon ministre, il est extrêmement heureux. My minister is very happy. Give him another round of applause. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, parce que je ne peux pas répéter ce qui était déjà dans le discours du ministre Raymond Cho, alors je vais passer à travers quelques portraits, dresser un portrait un peu général de la population des personnes âgées en Ontario, puis ensuite peut-être de mettre en évidence quelques constats. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une population en croissance. Je suis sûre que vous en avez parlé ce matin. Le ministre l'a déjà mentionné. Mais en fait, c'est non seulement une population en croissance, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est le segment de la population qui est le plus, en fait, qui fait l'expérience de plus de croissance. Mais en fait, c'est qu'on dit souvent, d'ici 2041, la population des aînés ou des personnes âgées va doubler. Puis on soit peut-être à ce moment-là à 4 millions ou quelque chose de ça. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque année, quand on dit 2040, les gens disent 2040, c'est dans 20 ans dessus, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Mais quand on pense au fait qu'à chaque année, depuis 2017, quand on regarde en fait Statistique Canada, les informations de Statistique Canada, à chaque année, en Ontario seulement, il y a une augmentation de la population des 65 et plus, parce que là, un peu, c'est un peu la définition d'une personne âgée, même s'il y a bien des gens qui ne se sentent pas si âgés que ça. Mais en fait, c'est 100 000 personnes âgées de plus chaque année. Alors, quand on songe à ça, effectivement, ce qu'on découvre, c'est que d'ici, en fait, 2022-2023, on sera à 3 millions de personnes âgées en Ontario. À l'heure actuelle, on est environ à 2,6 millions. 2005, 2006. Alors ça, c'est pas banal parce que cette augmentation-là, elle est constante, elle est cumulative, hein, parce que là, ça s'additionne. Ceux qui n'ont plus une notion d'arithmétique, on peut voir la courbe qui augmente, et elle s'accélère, parce que ça, c'est l'autre phénomène. Il y a une accélération, donc, du vieillissement de la population. Moi, je vous avoue que je n'aime pas tellement le terme vieillissement. Parce que, malheureusement, c'est un terme qui, dans notre culture occidentale, est très négatif. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais « the aging phenomenon ». Mais en fait, je pense que ce qu'il faut tenir en tête, garder en tête, c'est que c'est pas que du négatif, bien au contraire, il faut changer la perception, justement,
des personnes âgées et de ce que ça peut dire pour notre société. Côté francophone, le ministre l'a déjà souligné, environ, on se regarde encore une fois la Statistique Canada, ça relève là, du recensement de 2016, on était à peu près à 107 000. 107 000 francophones, 65 ans et plus. Bon, alors c'est à peu près un francophone sur 5, à peu près 17 % de la population. C'est un peu plus élevé que la population générale parce que la population générale, c'est environ 15 %. Et on sait que le phénomène du vieillissement, évidemment, il est dans toutes les régions de l'Ontario. Hein, il est dans les régions urbaines, mais il n'y a aucun doute que les régions rurales ou les régions plus éloignées sont marquées un peu plus parce qu'il y a une plus forte proportion. Parce qu'en termes de proportion, moins en termes de nombre, en termes de proportion, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées dans le nord de l'Ontario et dans les régions rurales. Et on sait que traditionnellement, c'est en train de changer, mais traditionnellement, les populations francophones étaient concentrées dans les régions plus rurales ou plus éloignées. Et comme je dis, évidemment, c'est en train de changer un peu, c'est en train de s'équilibrer. Alors, moi, compte tenu du fait que la population des personnes âgées augmente en nombre absolu et en proportion, et il faut dire qu'en Ontario, en plus, c'est une population qui est très multiethnique et multiraciale, particulièrement dans les régions urbaines. Et du côté francophone, c'est un phénomène, évidemment, qui va évoluer au cours des prochaines années. Alors, quand on a une population aussi croissante que celle-là, je crois qu'il est encore plus important d'être à l'écoute de cette population et de bien comprendre que la population des personnes âgées, ce n'est pas un monolithe. Ça, c'est un petit problème qu'on a encore, quoique les médias commencent à être un petit peu plus peut-être un peu plus nuancés, mais en général, si vous écoutez les reportages dans les médias, ou si vous allez dans les pharmacies, allez faire un tour dans les pharmacies et regardez qu'est-ce qui est toujours en promotion pour les personnes âgées. Puis on a toujours l'impression que les personnes âgées sont toutes malades. Elles sont malades, sont en mauvaise santé, sont très vulnérables. Oui, il y a une proportion, effectivement, des personnes âgées qui le sont, et il faut évidemment s'en préoccuper. Mais quand on regarde les résultats des enquêtes publiques, nous, il y a 2 ans, on avait fait en fait une étude, on a fait une enquête publique, et qu'on regarde, quand on observe les constats qu'on avait tirés de cette enquête publique-là avec les statistiques de Statistique Canada, alors là, c'est ce qu'on appelle les hard numbers, en fait, il y a une convergence d'opinion et de constats. Premièrement, et ça touche tout le monde, plus de 80% des personnes âgées, peu importe leurs antécédents, peu importe leur profil, veulent vivre dans leur domicile le plus longtemps possible ou dans ce qui compte comme étant leur résidence personnelle et veulent aussi vivre dans leur milieu communautaire le plus longtemps possible et être indépendants dans la mesure du possible. Et quand je veux dire indépendant, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'aide, mais c'est d'être capable de vivre quand même dans un milieu où ils se sentent à l'aise, où ils sont dans leurs affaires et où ils se sentent valorisés et branchés finalement à leur famille et à leur environnement. Et ça vaut pour tout le monde. Alors, quand on parle de home care, ou quand on parle de soutien à domicile, vous pouvez vous imaginer que quand on a une statistique comme ça, il faut commencer vraiment à prendre ça très au sérieux parce qu'on ne veut pas que par défaut, les gens se retrouvent dans les soins longue durée. Par défaut. Les soins longue durée ont un rôle à jouer. Mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'en l'absence de services suffisamment disponibles, mais à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on devrait pas être. Alors ça, c'est une chose. 50%, plus de 50% des personnes âgées auxquelles on avait parlé craignent l'isolement. L'isolement social. Le ministre a déjà parlé de social isolation. Ça, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup de personnes âgées, mais non seulement des personnes âgées, en fait, des gens
qui sont plus jeunes, mais qui s'orientent graduellement vers un certain âge, sinon un âge certain, et qui craignent beaucoup parce que souvent ils voient leurs parents qui sont dans une situation d'isolement ou ils voient d'autres personnes qui sont dans une situation d'isolement. Ils craignent énormément l'isolement social et on sait que les études démontrent que le pourcentage de personnes âgées qui éprouvent de l'isolement social est extrêmement élevé. 50% des gens auxquels on avait parlé craignaient de ne pas avoir suffisamment d'emprise sur leur vie à eux. Donc, de ne pas être en mesure de contrôler leur propre vie. Et ça, on sait très très bien qu'il y a toujours dans ce genre de situation-là, il y a des risques de maltraitance. Et quand on parle d'isolement social, quand on parle d'agisme, quand on parle de... Alors tout ça, là, à un moment donné, dans certaines situations, c'est pas dans toutes les situations, mais dans certaines situations, ça mène finalement au phénomène de la maltraitance. Je sais que la FAFO s'intéresse particulièrement à ça. Et comme M. Cho l'a déjà indiqué, elder abuse is a priority for the government, it's a priority for Mr. Cho. Et c'est quelque chose à laquelle c'est un dossier auquel nous, on va travailler. D'ailleurs, on a commencé à travailler de très près. Donc, le travail de la FAFO va sûrement nous aider dans ce sens-là. Maintenant, le côté positif de ça, c'est qu'il y a 89% des gens auxquels on a parlé qui veulent continuer d'apprendre, qui veulent acquérir de nouvelles habiletés, qui veulent rester finalement très actifs, qui veulent contribuer, donc qui se sentent tout à fait en santé. Donc l'âge chronologique et l'âge biologique, là, c'est pas la même chose. Alors il faut sortir ça de l'idée, parce que les médias sont un peu obsédés. À 65 ans, c'est fini, on te met au rencard. Alors qu'on sait très très bien, avec la longévité qui augmente, alors, dans bien des cas, l'âge chronologique, c'est un chiffre, mais l'âge biologique est tout autre chose. Plus de 25% à l'heure actuelle, selon StatScan, les informations de StatScan, le rapport de StatScan de 2016, plus de 25% travaillent et continuent de travailler. Dans certains cas, parce qu'ils le doivent, mais pas dans tous les cas. Il y a des gens plus âgés qui veulent continuer à travailler. Maintenant, pas nécessairement à temps plein. Des fois, c'est à temps partiel. Mais ils veulent continuer à contribuer. Ce qui veut dire que dans notre définition de personne qui est apte à travailler et qui est plus apte à travailler, il faut commencer à penser à des mesures qui puissent finalement permettre aux gens qui veulent continuer de travailler de faire valoir leur expérience, même, je dirais, de faire du mentorat pour les plus jeunes travailleurs. Alors, tout ça, il faut tenir compte de ça. Il faut commencer à penser comment est-ce qu'on peut finalement faciliter ça. Surtout côté retraite. L'Europe, de ce côté-là, est en avance sur nous, probablement parce que le phénomène du vieillissement est un peu plus prématuré là-bas. Mais ils regardent de plus en plus, savoir les fonds de retraite, comment est-ce que les gens peuvent finalement conserver leurs acquis tout en pouvant travailler. Et 65% sont bénévoles ou veulent être bénévoles. Alors, il y a toujours tout ça, là. Ce ne sont pas des gens qui se sentent malades, là, ou qui se sentent dépourvus ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont tout à fait comme vous, d'ailleurs, dans la salle, qui veulent contribuer. Alors, je termine avec 3 constats majeurs. Premièrement, c'est qu'il y a une forte proportion de gens d'aînés ou de gens plus âgés qui demeurent en santé, qui sont toujours en santé, qui sont actifs et qui sont pleinement engagés au sein de leur communauté. Et ça, il faut en tenir compte et il faut soutenir ça. Et notre ministère, il y a quand même, on a certains programmes qui finalement facilitent ce genre de choses. Deuxièmement, les personnes âgées veulent être en sécurité et veulent être à l'abri du phénomène de fraude. On sait que souvent les personnes âgées sont victimes de fraude, mais aussi la maltraitance. Et la maltraitance est un phénomène auquel on doit absolument aborder parce que c'est aussi un signe d'agisme. Et troisièmement, je mets celui-là en valeur parce qu'on n'en parle jamais assez, mais je pense qu'on va commencer à en parler, surtout quand les employeurs se plaignent de pénurie d'emploi, c'est-à-dire de pénurie de main-d'œuvre. Bien, il y a encore des gens qui veulent continuer à travailler et la participation au marché du travail est en train de devenir finalement
une tendance qui augmente. Bon, comme je l'ai dit, pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour les raisons que les gens veulent rester actifs. Alors, tout ça pour vous dire qu'une foire comme ce que vous avez organisé aujourd'hui, qui est une foire d'information à tous les égards, c'est extrêmement important. C'est extrêmement valorisé par notre ministère. C'est la raison pour laquelle on continue de vous appuyer. Et j'aimerais, en concluant, j'aimerais vraiment féliciter la FARFO. Vous êtes un organisme, d'ailleurs, vous êtes au devant, vous avez été au devant un peu des choses. Parce que vous avez reconnu quand même il y a quelques années, je me souviens que Mme Allard était là, vous avez reconnu que les personnes âgées, ce n'est pas un monolithe, ce n'est pas un bloc. Il y a des segments, ne serait-ce que dans votre titre retraité, et que finalement, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut faciliter la participation active de tout le monde et en même temps, vraiment prendre soin des personnes âgées qui sont plus vulnérables. Alors, je veux, entre autres, féliciter Gilles Fontaine. Vous avez, je ne connais pas ton titre, c'est directeur? Directeur général. C'est encore bien plus important. Alors, Gilles, je sais que tu fais un travail extraordinaire. Je veux aussi reconnaître évidemment le conseil d'administration pour tout ce que vous faites. Continuez. Soyez à l'écoute parce que vous allez voir que le gouvernement est extrêmement, va être très axé sur le bien-être des personnes âgées. Et je compte évidemment sur l'entretien de nos relations, l'entretien des relations positives qu'on a, des liens positifs qu'on a avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis ne lâchez pas parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Merci. Thank you. On va encore dire, j'ai beaucoup aimé ces allocutions. Si vous permettez, on va encore applaudir Madame Lévert. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour le ministre Shaw parce qu'on a appris 3 mots principaux aujourd'hui. Masso, Osso, Sauce. Ok, il va falloir que je... Mais en tout cas, merci beaucoup pour ça. Ok, donc on va continuer avec le programme d'aujourd'hui. Je voulais, si vous le permettez, je voulais que, en plus de la FARFO, qui fait beaucoup pour les aînés, les retraités de l'Ontario, les francophones de l'Ontario, je veux aussi féliciter certains opérateurs économiques ici à Toronto, comme Tab Cleaning de Mme Aïssatou Diallo ici, qui, la plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais qui rend des services gratuitement aux aînés ou des personnes nécessiteuses. Donc si vous pouvez applaudir Mme Diallo. Je voulais aussi qu'on encourage l'organisme PIL, qui fait aussi beaucoup pour les gens dans la région de Mississauga et Brampton. Ils ont leur table qui est là-bas. Un applaudissement s'il vous plaît. Et enfin, je vais être un petit peu corporate, mais enfin, je suis animateur chez Choc FM, donc je ne vais pas oublier Choc FM à travers notre directrice, si elle peut se lever, Zahira Hacha, directrice de Choc FM. Il faut savoir que Choc FM, depuis l'année dernière, je pense, on organise un forum pour les aînés, donc une émission spéciale, on aborde beaucoup les thèmes sur les aînés. On a beaucoup de stigmatisation envers les aînés. Il y a beaucoup de... Les gens en général ont une mauvaise image des aînés, alors que lorsqu'on parle de l'âge des aînés, on parle de l'âge d'or. On parle d'or. Donc c'est en fait un nouveau commencement dans la vie. On dit l'âge, ce n'est qu'un nombre, mais on devrait aussi pouvoir valoriser un peu plus les aînés. Et je suis content, et j'espère vous aussi, que justement la sous-ministre, Mme Lozère-Faujon, ait parlé de ce thème-là, parce que nos aînés, ça doit être un trésor pour nous. Donc merci pour cela. Alors il est 11h32, on a un petit peu débordé, mais c'était pour de bonnes raisons, j'imagine. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être un petit peu faim, mais il n'est que 11h32, je pense que le déjeuner n'est pas encore prêt. On va avoir un petit forum de discussion. Je pense que pour les thèmes, oui. Alors,
vous restez avec moi. Déjà, rappelez que dans le cadre de la grande journée familiale, il y a pas mal d'ateliers qui ont lieu ici à l'extérieur. C'est toute la journée, hein, c'est juste qu'en début d'après-midi. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ces documents-là. Okay. Vous savez qu'il y a du maquillage pour enfants, il y a aussi maquillage pour les adultes. Pour les adultes, non, je pense que je ne ferai pas ça. Mais il y aura le kiosque. Ouais, je n'ai pas besoin de maquillage. Ok. Il y a un kiosque de sculpture de ballons, popcorn, jeu de snake, atelier de tricot, aire de jeu, session de jeu, fabrication de macarons. Ah, il y a Radio-Canada qui est ici. Ah, très bien. Il y a initiation à la peinture, il y a des petits cuistots, il y a de la chimie, des contes et danses avec Madame Bonaventure, des cours de djembé. Ça, c'est chez moi, ça. Oui, c'est ça. Oui, peut-être. Danse africaine, défi de construction, il y a des marionnettes, et bien sûr, il y a de la danse africaine avec Obama Sima. Donc, on aura accès à tout cela. Ronald, oui, ok, vas-y. Merci beaucoup, Cédric. Alors, on va tout de suite commencer avec la prochaine étape dans l'horaire, qui est notre forum de discussion. Alors, on va inviter les 3 panélistes de venir en avant, et ça sera animé par Gilles Marchidon de Reflet Saléo. Alors, on se prépare. Les panélistes, vous pouvez vous avancer ici. Alors, au fur et à mesure, bonjour à tous et toutes d'être ici. Gilles Marchildon, je suis directeur général de Reflet Saléo, une entité de planification des services de santé en français. Alors, au fur et à mesure que les membres du panel se dirigent, je vais les présenter. Alors, tout d'abord, Lorraine Gandolfo, qui a porté de nombreux chapeaux au cours de sa vie professionnelle et communautaire, mais aujourd'hui, elle est là parmi nous en tant que membre du conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle Retraite Active Peel. Et donc, merci Lorraine d'être là parmi nous. Ensuite, je veux présenter donc quelqu'un dont je fais la connaissance aujourd'hui, peut-être c'est votre cas aussi. Elle vient de London, London, Ontario, bien sûr, et elle s'appelle Julie Chalikoff. Elle est donc présidente régionale du sud-ouest de la FARFO. Donc, bienvenue, merci d'être là parmi nous. Et la troisième membre du panel ce matin, c'est Barbara Ceccarelli, qui est directrice générale des centres d'accueil héritage. Alors, avant d'entamer, je veux juste vérifier si nous visons toujours, Ronald, si tu peux préciser l'heure pour que je puisse bien jouer mon rôle d'animateur et faire en sorte qu'on termine à l'heure. Est-ce qu'on vise est-ce qu'on étire jusqu'à 12h15? Est-ce que ça irait pour... D'accord. Donc, on va enchaîner. Comme vous l'avez peut-être vu, le thème du forum d'aujourd'hui, c'est la francophonie inclusive en santé et intergénérationnelle. Donc, chacun de ces mots évoque toute une série de réflexions et de questions. J'aimerais commencer peut-être en demandant aux membres panélistes de réfléchir aux activités au cours de la dernière année que leur organisme a entrepris et d'identifier peut-être un succès en particulier qui a contribué au bien-être des personnes aînées. Donc, en réfléchissant aux activités, quel est un succès que vous retenez? Il y en a sans doute plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un que vous voudriez partager ce matin, qui, d'après vous, a contribué particulièrement au bien-être des personnes aînées? Je sais pas, je vais peut-être commencer avec toi, Lorraine. Oui, merci. Est-ce que ça fonctionne? Non, madame, oui. Est-ce que vous m'entendez? Non. OK, en tout cas, je peux parler fort. Je pense que je suis capable de parler. Merci, Gilles. En effet, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais partager 2 succès. Je sais que Gilles a dit mais comme aîné, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, j'en partage 2. Nous avons la retraite active de Peel existe quand même depuis 2004 et est composée strictement de bénévoles. Alors nous, on fait partie des statistiques. Là. 65% des bénévoles actifs en Ontario.
il n'y a pas de personnel. Donc, depuis septembre dernier, 2018, nous avons un partenariat avec la ville de Mississauga pour nous donner accès à un local 2 jours semaine. C'est pas pignon sur rue encore, mais c'est quand même un local où nous pouvons présenter la programmation qui est très, très diversifiée et très active de retraite active. L'autre succès que je tenais à mentionner, puis ça, je vais regarder Marie-Lison en parlant, grâce à une subvention du ministère des Aînés de 3 000 $, l'année passée, nous avons offert un programme qui s'appelait Branchons-nous. Pendant une période de 6 semaines, nous avons offert des sessions de formation à nos membres sur l'utilisation de la technologie, des tablettes, des appareils intelligents, etc. Et ça a été donné par un enseignant au secondaire de l'École Jeunes sans frontières à Brampton et avec l'appui de 4 de ses étudiants. Donc, 4 étudiants du secondaire, je ne me souviens pas quelle année, je pense 11e, pardon? 12e année, ont accompagné les aînés sur place pour les aider à apprivoiser les iPads, les tablettes Samsung, etc. Alors ça, c'était un succès. Les gens ont vraiment apprécié avoir accès à la tablette, mais aussi avoir accès à un mentor à sa côté pour nous démystifier un peu là, les petits monstres qui existent dans nos tablettes. Et ça continue d'ailleurs, on va continuer à offrir ce genre de programme-là. Alors ça, c'est 2 succès. Et effectivement, la deuxième activité dont tu as parlé, c'est vraiment un exemple d'activité intergénérationnelle. Et donc, on va revenir sur l'idée, et justement, vous avez fait un clin d'œil vers Mme Fougère, qui était là au lancement de la programmation de retraite active, événement très bien accueilli, très bien fréquenté, une foule, donc c'était très intéressant. Je vais passer peut-être maintenant à Julie pour nous parler d'un succès, ou 2, si vous voulez bien, qui aurait contribué au cours de la dernière année au bien-être, à l'amélioration du bien-être parmi les personnes aînées. Oui, j'en ai choisi seulement qu'un parce que c'est vraiment le plus récent et le plus grand succès dans le Sud-Ouest. Moi, je suis responsable d'un club à l'automne. Et puis, quand on a eu, étrange comme ça peut paraître, avec les annonces de M. Ford, on préparait la manifestation du 1er décembre. Et puis, les aînés m'ont approché, puis on dit, nous autres, on ne peut pas toujours faire des manifestations. On est trop âgés, on ne peut pas se tenir debout pendant 3 heures, on ne peut pas rester au froid pendant 3 heures, on ne peut pas rester au chaud quand c'est quelque chose de chaud. Alors, on voudrait contribuer, mais on ne sait pas comment. Alors, j'ai pris cette idée-là et après la manifestation, je leur ai suggéré, je vais prendre le patron puis former un groupe de tricoteuses. Puis, tricotez-nous des tiennes franco-ontariennes, des tiennes vertes, des tiennes blanches avec les 2 logos, le tri et la fleur de lys. Et puis, on va les vendre, puis les profits, l'argent qu'on va recueillir, ça va nous faire des fonds pour les prochaines manifestations. Ça a fait boule de neige parce que les aînés là, étaient tout emballés dans cette affaire-là. Alors, il y a même des francophones qu'on ne voyait jamais à nos activités qui ont joint parce qu'ils aiment tricoter. Ensuite, c'est que quand les adultes ont entendu parler de ça, ils m'ont dit, mais moi, je veux aller, moi, je sais tricoter, alors je veux vous joindre. Ils sont venus avec nous autres. Et tout récemment, ce sont les étudiants du secondaire qui m'ont approché pour me demander, est-ce qu'on pourrait faire une activité, on aimerait ça apprendre à tricoter. Alors, c'est devenu vraiment une activité intergénérationnelle à tous les niveaux. Et puis, les aînés sont épatés du succès. Puis, on commence à recueillir des fonds. Et puis, aussi, c'est que ça a aussi émerveillé les jeunes
de comprendre les symboles du drapeau. La feuille de tri, d'où ça vient sur le tri, ou d'où ça vient le logo de l'autre logo. La fleur de lys. Alors, ça a fait une éducation en même temps. Alors, je pense que ça, c'est un succès que j'aime vous parler parce qu'il est très récent, mais aussi, il a emballé toute la communauté, toutes les générations. Merci. Merci, Julie. Effectivement, c'est une activité intergénérationnelle qui a touché l'aspect politique, l'engagement communautaire, qui a permis aux aînés de sentir qu'ils pouvaient contribuer à l'avancement ou la défense des droits. Très créatif aussi, en impliquant les jeunes, les nouvelles générations dans une activité peut-être plus traditionnelle, bien que le tricot, de plus en plus, on voit beaucoup de jeunes en faire maintenant. Alors, bravo. J'aimerais ajouter aussi que ce qui est arrivé, on a un groupe de conversation française. Ce sont des francophiles. Et puis, quand ils ont vu ce projet-là, ils ont demandé que j'aille faire une présentation. Qu'est-ce que c'est ça, l'affaire des épingles, l'affaire des épingles? Alors, l'histoire de ça derrière. Alors, j'ai dû faire ça. Ensuite, j'ai communiqué avec les 16 clubs du Sud-Ouest pour leur dire ce projet-là, puis il y en a plusieurs qui ont commencé un groupe de tricoteuses, les tricoteuses de la résistance. Super. Alors, ça démontre à quel point on peut être créatif en faisant la défense des droits et puis en contribuant au développement de la communauté. Donc, on va passer à Barbara, qui pourra, je vais pouvoir te passer le micro, et si j'étends un peu ma main, tu pourras parler librement. Le micro, c'est surtout pour que ça soit enregistré par Choc FM, parce que dans la salle, on s'entend, je pense, on s'entend très bien, n'est-ce pas? Mais on entend très bien aussi les voix. Alors, Barbara, tu es directrice générale du Centre d'accueil héritage. Vous célébrez votre 40e anniversaire cette année. Bonne fête, bon anniversaire à un organisme qui est très bien apprécié. Parle-nous donc soit d'un événement ou d'une activité ou deux qui pourront illustrer le succès que vous avez eu à contribuer à l'amélioration du bien-être des aînés cette année. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour tout le monde. Donc, juste un peu pour nous mettre en contexte, qui est un tout petit peu différent, les centres d'accueil héritage travaillent justement avec toutes ces personnes âgées qui choisissent de rester chez eux, qui veulent rester chez eux, qui veulent rester aussi autonomes que possible. Donc, le rôle des centres d'accueil héritage, c'est vraiment ça, de favoriser l'autonomie. Et on le fait à travers le logement, donc on offre du logement abordable et on offre des services à la personne, donc de soutien personnel. On fait beaucoup de notre travail dans un édifice qui est dédié justement aux personnes âgées francophones, ici en centre-ville à Toronto. Ceci fait aussi, il y a beaucoup d'effets positifs parce que ça crée une petite communauté, mais des fois, surtout en hiver, ça isole un petit peu les gens dans leur petite bulle. Et pour certains, c'est un peu difficile de se déplacer, de rencontrer des gens, les familles souvent sont loin. L'hiver, c'est vraiment pas facile de trouver des choses qui sont accessibles aux personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, les centres d'accueil héritage vraiment font de leurs activités intergénérationnelles c'est vraiment au programme chaque année. Ici, juste pour donner un aperçu, on travaille beaucoup avec les écoles primaires, secondaires, et cette année aussi avec des étudiants d'université qui viennent régulièrement et qui viennent justement dans une atmosphère de partage. Donc, on a eu des ateliers de peinture, on a partagé des séances de chant, donc des chorales. On a raconté des histoires, on a écouté des histoires, on a créé, une année, on a fait tout un travail pour créer des cartes de Noël ensemble, donc c'était un gros travail de bricolage. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y a
pas de maître-élève, mais l'idée c'est qu'il y a des tables où les générations se mélangent et tout le monde travaille ensemble, qui a contribué pour tout le monde. Ça permet de briser l'isolement, ça permet d'augmenter l'estime de soi, parce que soudainement, on est encore là, parmi les jeunes, parmi les choses qui se passent. Donc ça fait vraiment du bien au moral. Ça permet aussi de se sentir valorisé, parce que ça permet d'amener quelque chose autour de la table, pour une fois. Et ça permet des fois d'apprendre de nouvelles choses. Et Dr. Prou l'a dit, combien c'est important chaque fois de se remettre en apprentissage, soit-il une tablette, un téléphone, ou apprendre à utiliser Skype pour parler avec une famille qui est loin. Le plus grand succès, au-delà du succès de chaque journée, parce qu'on en fait plusieurs, surtout en hiver, je pense que bon, Mireille est là, donc elle est une participante active, elle peut le dire, tout le monde en sort vraiment rechargé. Mais le plus grand succès, c'est de voir comme chaque année au mois de septembre, toutes ces écoles, tous ces organismes, tous ces ateliers, ils nous appellent eux en premier. Et ils nous disent que les enfants, ils adorent ça. Et d'une année à l'autre, les enfants, les jeunes, peu importe l'âge, ils ont tout ce qu'ils ont envie, c'est de revenir. Il y en a qui, des fois, envoient des lettres, des cartes. Il y a des classes qui travaillent à des choses, même quand ils ne sont pas là, ils envoient des petits mots. C'est quelque chose qui fait penser qu'il faut en faire plus. Et ça renforce la communauté, notre communauté francophone, éparpillée un petit peu partout. Donc ça nous permet vraiment de tisser des liens et de vivre de très bons moments. Donc si je pense encore une fois au succès, c'est ce succès des deux côtés. Donc les enfants, les jeunes, ils nous cherchent vraiment avec un grand enthousiasme. Merci pour ce partage. Et je serais curieux, et j'imagine que la question se pose aussi parmi les gens qui sont là dans l'auditoire, quels ont été peut-être certains des défis qui se sont présentés, les difficultés que vous avez eues pour assurer ces succès? Est-ce que c'était peut-être des barrières au niveau de la logistique ou au niveau des finances ou au niveau du recrutement? Quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? Merci. Définitivement que le défi premier, étant donné, comme je mentionnais tantôt, que nous sommes un organisme à 100% bénévole, c'est d'avoir un employé, donc c'est d'avoir un financement stable pour permettre à l'organisme de continuer et d'offrir des services. Juste pour vous situer un peu, Retraite active de Peel représente, en fait, le territoire de Peel, c'est Brampton, Caledon et Mississauga. C'est des grosses municipalités, mais dans lesquelles il n'y a aucun service de santé en français. Il y en a un petit peu à Mississauga, à Brampton, Caledon, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup des activités d'un organisme comme le nôtre qui sont à essayer de revendiquer, essayer d'obtenir des services, que ce soit des services santé ou même tantôt, on faisait, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est le ministre ou Marie Lison qui parlait de vivre en santé, alors des soins communautaires, puis absolument, je pense que les aînés veulent rester chez eux, mais il n'y a pas de soutien communautaire en français dans notre coin. Alors ça, c'est un des défis pour un organisme comme Retraite active de Peel. Nous avons un programme qui s'appelle Réseau d'entraide. Ça, c'est des bénévoles qui vont offrir un soutien aux aînés qui se sentent isolés et qui n'ont pas accès à des services. Donc, on les visite, on va avec ces personnes-là à leur rendez-vous souvent. Alors, c'est tout. Mais tout ça fait en sorte que ça prend un financement de base ou un financement stable et éventuellement, on aimerait avoir un local permanent parce qu'on est content, on est chanceux d'avoir un accès maintenant avec la ville de Mississauga, mais il reste que pour pouvoir continuer à offrir des services, il
faut que les gens savent où s'adresser, savent où aller pour qu'on puisse grandir ensemble. Mais en attendant, on continue. Comme le nom le dit, c'est retraite active. Nous sommes très actifs. Le membership, je dirais, se situe, c'est de 55 et notre doyenne a 93 ans. Donc, on a quand même des gens qui sont pas mal dynamiques et très intéressés. Puis c'est ce qui nous donne l'espoir de pouvoir continuer aussi, c'est d'avoir tous ces gens-là. Merci, Lorraine. C'est Julie, de ton côté, avec la Farfo, quels ont été les défis ou quel est peut-être un défi que tu voudrais partager qui vient en tête? Moi, à London, je m'excuse, madame, mais notre doyenne a 97 ans. Elle est encore active. Alors, l'espérance de vie est toujours là. Nous autres, moi, j'ai pensé parler le défi majeur, puis je pense que c'est pas mal dans toutes les régions, c'est de les rejoindre, ceux qui ont des besoins. Parce que il faut penser là, que les aînés ont appris dès leur jeunesse à travailler, travaille pour gagner ta vie, puis arrête de te plaindre, c'est à toi de trouver une solution. Puis moi, je sais que mes parents étaient assez âgés aussi, mais je savais que débrouille-toi, puis tu vas réussir. Attends pas. Alors, c'est une génération de gens très fiers qui ne parlent pas de leur faiblesse. Et puis, c'est toujours un défi de détecter leurs besoins, car ils pensent toujours que quelqu'un d'autre en a beaucoup plus besoin que moi. Alors, c'est de les trouver. Parfois, ils s'isolent, ils ne viennent plus aux activités. C'est à toi de remarquer ça, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Aussi, parfois, ils sont tellement isolés qu'ils sont éparpillés dans la grande ville. On ne peut pas les trouver, on ne peut pas les identifier. Ils restent chez eux, puis ils s'ennuient. Ensuite, on a les troubles de santé et de mémoire aussi, qui affectent leur déplacement, qui affectent leur vie sociale. Et c'est toujours, moi, le gros défi, c'est d'identifier les besoins, puis de rejoindre ces personnes-là qui en ont besoin. Merci. Merci. C'est très intéressant ce que tu as apporté parce que, oui, cette notion de débrouillardise, d'autonomie, j'imagine que ça va être une des choses les plus difficiles dans le processus de vieillissement, c'est de reconnaître et d'accepter que, OK, oui, j'ai besoin d'aide, j'ai beaucoup contribué, maintenant c'est peut-être à mon tour de recevoir. Et dans ce processus de recevoir de d'autres personnes, c'est une contribution aussi. C'est quand même les gens, les proches aidants qui aident, qui viennent nous donner un soutien aux personnes aînées. C'est quelque chose de très valorisant. Et donc, c'est peut-être faut travailler là-dessus, vendre l'idée que c'est un rapport dans les deux directions, que même le proche aidant reçoit quelque chose dans ce processus, en donnant une aide concrète. Barbara, de ton côté, est-ce qu'il y a un défi que tu voudrais partager, quelque chose, j'imagine que bon, il y en a plusieurs, c'est peut-être, le défi c'est justement de choisir parmi les nombreuses contraintes dans lesquelles vous opérez. Très brièvement, bien sûr le défi c'est de pouvoir en faire plus, parce que les gens qu'on arrive à voir chez nous dans notre édifice, c'est une partie de la population. Il y en a qui vivent éparpillés dans la ville et que donc l'idée serait plutôt d'essayer de créer des opportunités près, de les amener chez les individus les plus isolés, donc éventuellement d'utiliser des écoles. C'est toujours très compliqué, mais on y travaille parce qu'on se rend compte qu'il y en a du besoin. Après, j'aimerais mentionner brièvement un autre défi. Quand on a commencé à faire ça, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, mais quand on travaille dans la relation d'aide aux personnes, on devient tous très nerveux, donc on se disait, bon, est-ce que les enfants vont être trop bruyants? Comment ils vont interagir avec des personnes souvent
avec des limitations fonctionnelles, des fois des limitations cognitives, est-ce que ça ne va pas être trop? Est-ce qu'ils vont être capables de partager réellement, de ne pas... Honnêtement, on a appris qu'il faut juste laisser faire, parce que c'est humain, les gens arrivent à trouver, les enfants, les jeunes, ils savent très bien, les personnes autour de la table, elles savent très bien aussi. Donc des fois, je pense qu'on a des défis qui viennent des barrières, des stéréotypes, même nous, les gens qui travaillent dans le milieu, qui font que des fois, on voit des barrières là où, honnêtement, il n'y en a vraiment pas. Donc ça, c'est quelque chose à encourager. Et voilà, j'espère en avoir plus des initiatives comme ça. Merci beaucoup. Peut-être je suis conscient du temps et je suis certain que pendant le repas, ce sera l'occasion de continuer la discussion, mais j'aimerais quand même qu'on fasse peut-être un dernier tour de table, tour de micro, pour que vous puissiez partager vos idées sur cette idée de l'intergénérationnel, c'est-à-dire de faire le pont entre les personnes aînées et les personnes plus jeunes et de milieux diversifiés. Barbara, justement, tout à l'heure faisait allusion à peut-être la crainte que certaines personnes aînées peuvent avoir que de se retrouver dans un milieu bruyant lorsqu'il y a des enfants. Donc, est-ce que, je vous poserai la question pour ce dernier tour de table, est-ce que les activités intergénérationnelles sont-elles indispensables pour vieillir sainement? Alors, Lorraine d'abord. Merci. Oui, la réponse courte, virgule, mais je pense que c'est pas seulement important pour les aînés, c'est important pour les jeunes. Je crois que nous avons une responsabilité comme aînés actifs d'agir comme modèle pour ces jeunes-là. Souvent, nos jeunes pensent peut-être qu'ils n'ont pas la chance. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce qu'il y a un avenir pour moi en français en Ontario? Bien, effectivement, on est la preuve qu'il y a un avenir. C'est pas toujours facile, mais quand même, on a une responsabilité de tracer un chemin ou tout au moins d'apporter un appui aux jeunes et puis en retour de recevoir de ces jeunes-là toutes les idées, toute l'expertise qu'ils ont, surtout en technologie. Ça vaut cher de nos jours. Alors, je pense qu'on devrait se donner autant d'occasions que possible d'avoir ces relations-là, que ce soit formel, sous forme de programme, ou juste tout simplement de ne pas hésiter d'avoir des activités ensemble. Merci Lorraine. Julie, activité intergénérationnelle, est-ce que c'est vraiment indispensable? C'est vraiment indispensable parce que les aînés là, sont intéressés aux jeunes. Observez comment un aîné réagit quand il voit un enfant, quand il voit un adolescent. Le sourire apparaît, les yeux brillent, ils sont intéressés aux jeunes. Puis le jeune aussi, il regarde l'aîné d'une façon, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est une situation gagnant-gagnant. Les aînés, eux autres, ont une histoire à raconter, ils ont des expériences à raconter, ils aiment parler de leur passé. Puis ceci, ça crée un émerveillement chez l'enfant. Puis chez l'adolescent aussi, parce qu'on a eu une activité où on racontait, quand j'avais 16 ans, qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis comment ma journée se passait. Puis le jeune racontait, lui, sa vie à 16 ans. C'était un succès parce que, wow! Tu sais, moi, à 16 ans, je travaillais, je faisais, tu sais, puis aujourd'hui, non, je suis aux études, puis je suis à mon ordinateur. Ça a fait un vrai beau succès. Il y a de l'éducation des deux côtés, parce que les grands-parents sont intéressés aussi à voir ce que les jeunes font aujourd'hui. Puis au point de vue social aussi, j'allais au cinéma le samedi soir seulement, je devais être de retour chez moi aujourd'hui, ben, on va partout. Alors, c'était une vraie belle éducation des deux côtés, puis un vrai succès. Alors, je pense que vraiment, les jeunes ont à montrer aux adultes et aux aînés, puis les aînés ont beaucoup à offrir aussi.
Merci. Et en t'écoutant intervenir, je me suis rappelé d'une vidéo que j'ai vue, produite par les soins le logement et services pour les aînés de la ville de Toronto. C'est très touchant, un moment où on voit une personne aînée accueillir un jeune enfant et lui frotter la joue. Et tu vois que pour la personne aînée, c'était un moment magique, spécial, de toucher la peau d'une personne d'une autre génération et de pouvoir faire cette connexion. Et le jeune aussi, l'enfant touché de la personne aînée, démystifier ça, de comprendre cette réalité-là. Alors c'était un très bon moment, j'ai repensé à ça en t'écoutant parler. Et j'imagine, Barbara, il y a de tels moments que tu as déjà vu au centre d'accueil Héritage aussi. Mais est-ce que, j'imagine que tu as peut-être entendu également des plaintes parfois de personnes aînées qui peut-être trouvaient certaines activités bruyantes. Alors, d'après toi, est-ce que les activités intergénérationnelles contribuent de manière positive, sont essentielles à cette idée de bien vieillir? Tu m'y fais penser, c'est peut-être la seule initiative qui n'a jamais eu de plainte. Mireille? Les soucis par rapport au bruit et tout venaient de nous, les opérateurs, les enseignants, les écoles. Les gens n'avaient aucun souci, ça s'est très bien passé. On était vraiment, nous, on était un peu trop protectifs. Oui, c'est essentiel de continuer et encore une fois, au-delà du bénéfice individuel, ça aide à bâtir un sens d'appartenance à une communauté, la communauté francophone. Ça contribue pour les jeunes et pour les personnes âgées à savoir qu'on est partie d'un groupe, qu'on partage une langue, qu'on se raconte des histoires. Donc je pense que ça a beaucoup d'effets bénéfiques sur les individus eux-mêmes, parce qu'ils arrêtent d'être invisibles. Il y en a beaucoup qui se plaignent, qu'on devient invisible avec l'âge. C'est comme si on n'existait plus, au contraire. Ça les ramène au centre, autour de la table. Mais ça amène aussi nous tous à voir qu'on fait partie d'une communauté, qui a un futur francophone, qu'on a des histoires à partager. Donc, je pense que ça, c'est à encourager comme activité, mais pour vraiment le côté bénéfique de toute la communauté. Merci. Mot de la fin avant que l'on conclue. Autre chose à ajouter? Alors, Lorraine Gadolfo de Retraite Active Peel, Barbara Tchagarelli de Centre d'accueil Héritage et Julie Chalikoff de la Farfo sud-ouest de l'Ontario. Merci, on les applaudit beaucoup pour leur protection. Allez-y allègrement. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, les micros de Choc FM, ici. Alors voilà, merci beaucoup pour ce partage. Ça nous a permis de faire le point dans la région, dans certains coins de la région, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas pu rejoindre, mais ça donne une idée justement de la situation, des belles choses qui se font et les choses qu'on porte aussi, des projets possibles. Alors merci beaucoup Gilles de pouvoir animer la session. Super. Bon, alors maintenant, je vais prendre, si quelqu'un, je vais prendre une liste que vous avez ici. Merci. Alors, ça fait longtemps que vous êtes assis. Alors, on ne peut pas dire que le matin du forum, c'est pour vous faire bouger, pas vraiment. Mais par contre, cet après-midi, vous allez avoir l'occasion. Alors, je vous donne une idée un peu de ce qui vient. Tout de suite, on va faire la clôture avec le tirage. Et ensuite, on va prendre le temps de manger. Et après, vous avez sur les tables une liste d'ateliers. Et là-dedans, il y en a pas mal. Vous allez voir que quand vous allez passer les portes ici, il y a de l'action là-bas, il y a un bazar. C'est très bien. Alors, dans ça, il y a quelques ateliers que vous pouvez participer cet après-midi. Entre autres, ce qu'on vous suggère, je ne sais pas où ils sont là-dessus, mais c'est la peinture, le tricot, aussi les percussions,
Mais la percussion, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Et ensuite, il y aurait, je pense qu'il y a des comptes là-dessus. Alors, c'est peut-être 4 ateliers qui pourraient vous intéresser. Alors, vous avez des ateliers qui ont déjà commencé, mais vous pouvez vous rejoindre. Et ensuite, vous avez à la colonne de droite le numéro du local. Okay? Alors, pensez à ça pendant que vous mangez, et puis vous pouvez porter avec vous un an en masse du programme. Et puis, voilà. Bon, maintenant, pour clôturer le forum pour ce matin, moi, je veux vraiment dire merci à nos partenaires qui ont organisé la foire. Alors, on a été une équipe, parce que vous savez, moi, je suis tout seul dans la région, et puis je fonctionne mieux lorsqu'il y a une équipe. On a une équipe formidable, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont donné un coup de main pour le succès du forum. Alors, entre autres, je veux mentionner Reflet Salvéo, merci beaucoup. On a commencé de travailler avec eux pour pouvoir chercher une équipe d'organisation. Ensuite, on a eu l'appui de Choc FM et qui nous a appuyés à plusieurs niveaux, inlassablement. Merci beaucoup, Zahira, pour toute ton équipe. Il y a également l'appui fantastique du Collège Boréal ici, à 2 volets, comme collège, et aussi la semaine de la francophonie. Parce que la semaine de la francophonie, elle est dans différentes parties de la ville. Aujourd'hui, c'est la journée familiale. Et c'est ce qu'on va voir aussi de l'autre côté, et ici au forum. Alors, ces 4 et 5 partenaires, je les remercie beaucoup. Et ensuite, merci à nos partenaires officiels également, qui est le ministère, qui est l'Assemblée de la francophonie, les maltraitances des aînés Ontario, et oui, on a mentionné le collège. Alors ça, c'est très important de le souligner, de leur dire merci. Maintenant, à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tous vos noms, tous ceux qui ont inscrit leur nom à l'inscription, vous avez un billet dans une boîte et on va procéder au tirage des cadeaux que nous avons ici, derrière moi. Alors, je vais vous présenter les cadeaux au fur et à mesure. OK. Alors, on va commencer avec, je pense que c'est un cadeau sport. On se tourne un petit peu. OK. Est-ce qu'on a les billets? OK, parfait. Ouais, c'est ça. Tu pensais ça, Cédric? OK, c'est pas que. Lequel tu choisis? Alors, j'en ai 2. Lequel tu me donnes? OK, celui-là. Parfait. OK. Alors, le billet gagnant, ça finit par le numéro 003. C'est qui? 003, c'est Lorraine Gondolfo. Oh, la chance aussi. Alors, merci. Voilà, Lorraine. Alors, c'est de quoi pour... Il faut que tu relaxes de temps en temps. Merci, Lorraine. Bravo, Lorraine. OK, le prochain. Alors, ça c'est bien, ça aussi. C'est un cadeau, un panier cadeau autour de... Le thème, c'est le thé. Très joli. Différents thés et une tasse. Alors, le billet qu'on a tiré, c'est fini par 012. C'est tout à fait par hasard, et je vous jure que c'est une coïncidence, c'est Zahira Achar. Ça va faire du bien de prendre du thé de temps en temps. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu. Merci. Ouais, OK, ça s'est bien brassé. Le prochain numéro, c'est le 026. Alors, 026, c'est un monsieur. Ah oui, c'était le tour des hommes maintenant. Gérard Lévesque. Ah oui, merci. Oui, il est là. Oui. OK, alors Gérard, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des bonnes petites choses.
des biscuits, de tartinades, enfin. Merci. Bravo, bravo Gérard. Et le dernier, que je vois avec des fleurs d'orchidées, oh, c'est le bien-être là aussi. Alors avec des huiles, des shampoings, il y a même des chaussettes, alors de quoi s'amuser. Alors il s'agit maintenant du numéro 002. Ah ça c'était les premiers. Hein. Ah, c'est une dame encore. Alors, Nadège Cédras. Nadège. Oui, et puis d'ailleurs, Nadège, merci beaucoup pour les avoir choisis, ces cadeaux-là. Elle a choisi vraiment des beaux cadeaux, merci. Quel hasard. Ok, est-ce que Gilles, si vous allez dire un dernier mot pour dire bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Bon appétit. Parce que je ne veux pas être entre le repas puis moi. Bien, merci beaucoup. Merci Ronan. Puis merci à tout le monde pour être venu aujourd'hui. Il y a un petit repas. On va continuer la conversation. Je peux vous dire que le travail qu'on fait, on voit que le gouvernement nous écoute. Puis vous avez vu un peu l'exemple ce matin. Mais aussi, c'est parce que le bon travail que vous faites dans chacune de vos communautés. C'est ça qui revient tout le temps. Les gens nous disent, sont impressionnés, on est actifs. On innove dans nos communautés. On est toujours prêt à travailler. Puis c'est ça ça revient tout le temps à ça. Alors, votre bon travail est reflété dans qu'est-ce qu'on fait, puis on apprécie énormément. Alors, bon repas. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Chers invités et invités, parce que j'aurais dû commencer par les dames. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre patience. Et toute patience mérite d'être récompensée par un fabuleux repas. Donc, vous gênez pas, allez-y 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc, faites-vous plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup d'être resté là et d'avoir attendu. Et vous rappelez qu'il faut rendre honneur aux aînés. Ce n'est pas simplement des personnes qui sont là, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de respect. Il faut pouvoir leur rendre honneur. En tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup, Cédric. Alors, je vous invite de piger maintenant, parce qu'après notre groupe, il va y avoir 2 personnes qui vont venir aussi manger. Ils vont venir servir, on va partager avec les gens du village. Allez-y. Bon appétit. Merci. Oui, je sais, mais moi, si j'avance, parce que je vais aux toilettes, je vais tenter. Nadège. Peux-tu passer par-dessus les câbles? Non. Ok, vas-y, je surveille. Oui. C'est beau.